Bienvenue à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h aux environs en tout cas. Aujourd'hui, dans un instant, nous allons recevoir Gilles Casimir qui est un coach professionnel certifié. On parlera avec lui un petit peu de la situation actuelle. Vous savez que en ce moment, beaucoup de gens sont un petit peu angoissés, stressés. On a besoin de coachs, surtout les gens qui perdent leur emploi aussi et qui veulent avoir un petit peu plus de visibilité. Quels sont les médicaments, entre guillemets, on saura tout à l'heure avec Gilles Casimir qu'on va recevoir. Alexandra Harnais, elle est fondatrice du réseau Amazon. Elle sera avec nous en direct tout à l'heure. Le réseau Amazon, ce sont ces femmes qui ont été touchées par le cancer et qui ont quelquefois qui ont perdu un sein. Et elles vivent, elles survivent même bien quelquefois, mais dans la période actuelle qui est une période assez compliquée du point de vue sanitaire, est-ce que ces femmes qui sont quand même atteintes par le cancer ont eu des particularismes? On le saura avec cet entretien d'Alexandra Harnais, qu'on connaît bien ici puisqu'elle a été dans un film il y a quelque temps. On en parlera. Sinon, l'info du jour, l'UGTG a donné une conférence de presse tout à l'heure. C'est la grève jeudi prochain. On saura avec les responsables syndicaux comment les choses vont se mettre en place puisqu'il y a une intersyndicale. Le docteur Foucan, sur la prise en charge des patients Covid, il va en parler puisque, vous le savez, il y a eu une polémique là aussi de petits mots. Brigitte Rode, sur la gestion de la crise. Brigitte Rode, c'est une avocate, c'est aussi une femme politique. Elle dira de petits mots qu'on écoutera. L'action contre l'illettrisme au RSMA, c'est en voie. Maxime Morel s'est rendu sur place. Et puis, comme il fallait s'y attendre, le président du conseil général ou départemental, au choix, était en visite dans les collèges, puisque les écoles ne sont pas totalement ouvertes, mais les collèges, quelquefois, ont des soucis pendant les périodes vacancières. Ce sera l'occasion pour lui de faire le point sur ce qui était prévu. Alors, pour nos amis des réseaux sociaux, on avait invité David Laporal, qui est le futur ou le directeur du musée Schellcher. Pour des raisons administratives, il n'a pas pu être avec nous ce midi. Ce n'est que partie remise. On espère le recevoir très prochainement. On en parlera. Voilà, c'est parti. Donc, pour l'information, je vous disais donc que l'UGTG et l'intersyndicale préparent un mouvement de protestation contre le pass sanitaire, contre l'obligation vaccinale, puisque depuis plus d'un mois, régulièrement, chaque samedi, vous le savez, il y a eu des manifestations un peu partout en Guadeloupe, sur tout le territoire national, pour protester contre ces deux obligations, pas sanitaires d'ailleurs, qui commencent à être remis en cause en France. Un certain nombre de supermarchés, vous le savez, n'auront plus de pass sanitaire, je crois 64 environ. En Guadeloupe, ce pass sanitaire devrait être en place dans les jours qui viennent. Et l'obligation vaccinale, on sait qu'il y a un certain nombre d'élus, de sénateurs qui ont voté une motion en ce sens. Le GTG, il n'est pas d'accord. Résultat, on regarde le reportage de Stanley Manico. C'est une mobilisation que nous mettons en place autour du 9, puisque nous avons estimé aussi, nous avons dit, les travailleurs attaqués. Et donc ça veut dire que le 9, nous avons créé un mouvement général de façon à ce que l'ensemble des entreprises fermées, et à partir de l'entre jeudi et vendredi, nous avons ensemble qu'on va faire après, puisque c'est commencé, nous avons commencé le 9, de façon à ce que nous fait l'État français, tuer le patronat aussi, puisqu'il n'y a pas question qu'il dit nous, si nous ne sommes pas vaccinés, nous que licencier ou nous que sanctionner. Et quand nous avons dit, ça veut dire qu'il y a liberté de travailler, nous avons pas de liberté aussi. Donc, il y a liberté à tout droit, nous, tous les acquis, nous, il y a pris par les différentes réformes. Si mes derniers bidons là, au moins, c'est liberté de travailler. Et on train de dire nous que si nous ne sommes pas vaccinés, nous n'avons pas de liberté de travailler. Donc, c'est pour ça que vous bien senti que tout le monde motivé, tout le syndicat motivé, de façon à ce que depuis le jeudi 9, nous mettons en situation dans le pays là pour faire mon chouler et pour nous payer, nous, les travailleurs, reprendre la main et surtout faire l'État respecter nous. Tous les établissements de santé, cliniques, hôpital public, nous demandons de réunir à 6h du matin dans l'établissement
bien sûr, c'est que des prises de parole, des témoignages, de manière pour nous voir toute pression que les personnels qu'on rencontrés au sein de l'établissement pour obliger à prendre vaccin. Donc nous savons que quand nous avons l'habitude de faire grève, nous toujours un préavis que nous avons lancé depuis pour faire 5 jours de préavis là. Nous aussi des équipes, comme nous avons dit, l'équipe minimum, quand nous avons fait l'environnement en période de grève. Nous savons que ça peut être évident parce que le personnel qui est touché aussi par la maladie là. Mais comme nous avons dit, nous tentons qu'à cause de la 4e vague là, il dit qu'il y a repoussé l'obligation vaccinale là ça. Mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pris décret pour arrêter sortir, pour dire nous comme ça, effectivement, il y a réellement repoussé mesure là ça. Donc c'est pour ça qu'il faut nous rester très vigilants par rapport à ça l'État français qui a décidé, par rapport à la situation là. Il est clair qu'avec le protocole de rentrée qui fait que nous soyons tous en distanciel, il sera extrêmement compliqué effectivement pour nous de mobiliser dans les établissements. Donc nous serons tout simplement en appui avec les autres organisations syndicales sur les piquets de grève qui pourraient se mettre en place. Et puis surtout, nous à la FSU, nous allons commencer donc des discussions pour faire de telle façon que la rectrice nous octroie des moyens pour que demain, une fois que nous allons nous retrouver en présentiel avec nos élèves, nous soyons en capacité de pouvoir les accueillir en toute sécurité, notamment avec plus de personnel, notamment avec plus de psychologues scolaires. Et puis surtout, nous allons nous garantir de voir l'ensemble des professionnels ne pas se retrouver avec l'obligation vaccinale et l'obligation d'avoir un pass sanitaire pour aller travailler. Il est important pour nous que l'ensemble des professionnels de l'éducation soient en capacité d'arriver sur leur lieu de travail sans aucune pression et donc sans sanction liée à la loi du 5 août 2021. Et donc vous l'avez bien compris, donc le 9, c'est-à-dire dans 2 jours, grève générale dans des entreprises, probablement au niveau de la santé, même si les dispositions seront prises pour quand même qu'il y ait un service minima. C'est dire que la situation est en train de se compliquer en Guadeloupe. On verra un peu sur le terrain ce que ça donnera à partir de jeudi. On ne va pas quitter le domaine de la santé puisqu'on va avoir une interview du docteur Foucan sur la prise en charge des patients, puisque vous savez qu'il y a eu une réaction suite à des propos qui ont été tenus sur les réseaux sociaux disant que il y a laissé mon mort, il y a choisi mon aïeux, etc. Les médecins du centre hospitalier n'étaient pas contents, ils l'ont fait savoir. Et Dr Foucan, elle est en quelque sorte porte-parole de ses confrères et de ses consoeurs. Reportage Stanley Manicor. Compte tenu à différentes choses qui ont été racontées en fait sur les réseaux sociaux, nous souhaitons rappeler à tout le monde que la communauté médicale, les professionnels médicaux sont là pour soigner les patients, tous les patients, sans distinction ni d'âge, ni d'antécédents, de comorbidité ou de statut vaccinal. Nous sommes là pour soigner tout le monde. Nous sommes extrêmement choqués par ces amalgames. Nous sommes là encore une fois pour soigner les patients qui arrivent au CHU et nous le faisons comme nous avons toujours eu l'habitude de le faire. Quand la vague, et encore on ne devrait pas parler de vague mais plutôt de tsunami ou de mur Covid qui est arrivé, compte tenu du nombre de places et malgré le fait que nous avions énormément augmenté nos capacités de réanimation parce que nous avions un petit peu prévu en avance, préparé des lits, acheté du matériel, etc. Malgré cette augmentation de capacité et chez nous et au CHBT et dans d'autres endroits, le nombre de patients réa-requérants était tel qu'il a fallu en fait prioriser en fonction des comorbidités, en fonction de différents critères, pour pouvoir admettre en réanimation les patients qui avaient plus la chance de s'en sortir en fait. C'est comme ça que ça a été fait, de s'en sortir sans séquelles, car la réanimation est quelque chose d'extrêmement compliqué. Tous les patients ne pourront pas y survivre car c'est quelque chose de très très compliqué pour le corps et c'est pour ça que nous avons mis en place cette priorisation. Et je rappelle que ces ABEC de priorisation ont été mis en place avec des sociétés d'éthique françaises, des sociétés d'éthique régionales, de la société de réanimation française, etc. On ne peut plus parler de crise, on parle
de catastrophe. Ce que nous avons eu, c'est une catastrophe et effectivement, en médecine de catastrophe, on est obligé de prioriser. On a bien vu que l'incidence a baissé d'un coup. Le nombre d'hospitalisations est aussi en train de baisser petit à petit. C'est effectivement, comme vous le dites, l'effet du confinement qui nous aide à limiter les interactions sociales et à faire en sorte que ce virus circule de moins en moins. Donc actuellement, nous avons effectivement moins de patients à l'hôpital et grâce au confinement. Ça permet d'arriver au travail un peu moins stressé, de savoir qu'il y aura moins d'entrées, moins de difficultés, moins de patients en fin de vie à gérer, ce qui n'est pas évident. Les soignants sont fatigués, ça fait plus d'1 an et demi que ça dure, les vacances n'ont pas été prises, certains ont eu le temps de prendre quelques jours et ont été rappelés. C'était extrêmement compliqué pour les soignants et oui, là actuellement, ça permet de souffler un peu. Il y a des conséquences psychologiques pour le corps médical et pour tous les soignants. Nous avons mis en place des sociétés d'aide psychologique, des cellules d'aide psychologique qui passent dans les services, qui accompagnent les soignants, des numéros de téléphone où ils peuvent appeler et c'est extrêmement important qu'ils puissent appeler parce que ce n'est pas facile non plus pour eux. Alors, le docteur Foucan a bien dit qu'il fallait prioriser. Alors, peut-être pas choisir, mais prioriser. Prioriser, c'est prendre en priorité de. Donc, bien comprendre les mots, chaque mot a son sens. Donc, il n'y a pas dire qu'il y a choisir, il y a soigner, mais il y a prioriser. Alors, prioriser selon quels critères, on le saura peut-être un jour. Toujours sur la gestion de la crise sanitaire, tout le monde n'est pas du même avis, tout le monde ne pense pas de la même manière. Brigitte Rode, qui est avocate, mais aussi qui est une femme politique, a donné son point de vue sur le réseau et Charlie Dagonia l'a interviewé. Après, justement, tout de suite après avoir été dépisté positif, à ce moment-là, ne pas hésiter à aller se faire soigner. Et il faut que les soins soient disponibles. Il faut absolument que les soins soient disponibles. Et c'est là où le bas blesse en ce moment. Et c'est là où moi, je veux apporter ma contribution et mettre l'accent dessus. Parce que si on se dépiste trop tard, il y a des soins qui sont actuellement disponibles, notamment pour les personnes de plus de 80 ans, les anticorps monoclonaux. Moi, je l'ai vu avec quelqu'un de ma famille, dépistée trop tardivement. D'abord, elle était négative, puis elle est devenue positive, mais il y avait eu déjà des symptômes. Et elle ne pensait pas qu'en étant négative, elle aurait pu être positive. Hélas, on l'est aussi. Et les anticorps monoclonaux, ça n'a pas été possible. Mais l'ivermectine a été prescrit, a été sollicité. Or, que s'est-il passé? À ce moment-là, il n'y a pas eu de visa au niveau justement des instances qui devaient délivrer ce visa. Et bien évidemment, la pharmacie n'a pas pu délivrer le produit. Et cette personne, heureusement qu'elle n'est pas décédée, mais elle est encore dans un état relativement grave. Donc, ça m'a fait mettre l'accent sur les soins immédiats efficaces. Libérer ces soins-là. Ce sont les médecins qui décident si c'est l'azithromycine, si c'est l'ivermectine, si c'est l'hydroxychloroquine, si c'est le zinc, si c'est la posologie avec les vitamines C, D. Mais libérer, permettez aux médecins, au plus grand nombre, de prescrire cela, mais aussi aux patients d'être livrés en cela. Nous savons très bien que ces produits-là sont efficaces. Eh bien, faisons-le. Nous voulons sauver des vies, mais faisons-le. Il n'y a pas que le pan de la vaccination où près des 2/3 des Guadeloupéens, pas parce qu'ils sont contre le vaccin, mais parce pour eux, ça n'est pas suffisamment garantissant comme immunité. Donc, ils ne le prendront pas. Par contre, si nous avons effectivement ces soins qui sont sérieux, qui sont garantis, qui sont prouvés, qui sont efficaces, libérons-les pour justement enrayer le mal très, très vite, permettre à notre population, à notre peuple de se remettre sur pied et d'avoir cette immunité qui vient du fait qu'on a pu combattre,
on a les anticorps et on est victorieux de cela. Brigitte Rode, avocate et femme politique toujours. On a quitté un petit peu le domaine de la question sanitaire, puisque ça revient régulièrement dans l'information. Et là, on va parler d'une action qui est importante aussi, c'est l'illettrisme, puisque vous savez qu'en Guadeloupe, entre 20 et 30% d'enfants, quelquefois, qui quittent l'école, l'éducation, sont en difficulté de lecture. On ne va pas parler d'illettrisme à 100%, mais bon, on a des difficultés pour la lecture. Et donc le RSMA a décidé de mener une action assez vigoureuse en ce sens, puisque quelquefois les jeunes militaires qui arrivent sont des anciens gamins qui ont été décrochés du système scolaire et il leur manque un petit plus pour pouvoir accéder à la lecture. Regardez ce reportage de Maxime Morel sur l'illettrisme et les actions conduites par le SMA. C'est la 8e édition des JNAI et donc c'est la 8e participation du RSMA Guadeloupe à ces JNAI. Donc on est un acteur majeur de la lutte contre l'illettrisme au sein de la Guadeloupe, de par le volume de jeunes qu'on a sur le régiment, environ 700 par an, et de par la qualité de notre formation où vraiment on va faire de la rémédiation, on va aider les jeunes à évoluer, à grandir. On va leur donner en fait les clés de réussite qui leur permettent après d'évoluer et de trouver un emploi. C'est particulièrement important pour ces jeunes puisqu'on en a qui sont vraiment en situation d'illettrisme. On a 35% d'illettrés au régiment. Donc chaque année, le recrutement fait qu'on a 35% de nos jeunes qui ont des grosses difficultés en lecture, en écriture, en numératie, mais aussi maintenant dans l'illettrisme, on prend l'électronisme, cette difficulté à manipuler tous les objets numériques. C'est-à-dire que le jeune, il sait utiliser Instagram, Facebook, mais s'il faut aller s'inscrire sur un fichier, il en est incapable. Pour pouvoir maîtriser tout ce qui est informatique, il faut savoir quand même lire et on se rend compte que les jeunes sont très limités à ce niveau-là. Et donc nous essayons de les aider, de leur donner les moyens de maîtriser ces compétences. On travaille par groupe de compétences, c'est-à-dire qu'en entrée au RSMA, les jeunes ils sont testés, ils font ce qu'on appelle un test d'illettrisme, ça les catégorise, donc en niveau 1, 2, 3, 4, et à la suite de ça, on les fait travailler par groupe, donc on va regrouper un peu ceux qui ont le plus de mal, ce qui va nous permettre de porter plus d'attention, et donc ça va être du travail tout simplement de lecture, de mathématiques, et avec des méthodes un peu plus modernes que ce qu'on peut apprendre à l'école et au sein de l'éducation nationale, on va utiliser un peu plus de numérique, des jeux, et notamment aussi le labo des histoires. On les force à créer une histoire, leur histoire, qu'ils vont après devoir écrire, et voire même là aujourd'hui, on a un dessinateur qui reproduit cette histoire en dessin, et ça les aide aussi à fixer un objectif. Franchement, depuis que je suis venu ici, ils m'ont beaucoup aidé, et voilà, maintenant je lis bien. À cause de mes projets, du coup, il a fallu que je progresse, que je progresse un peu plus. Et j'ai encore des petites difficultés, mais bon, je pense que ça va y aller si je continue l'effort. Le fait que je vois que je progresse me donne le courage de vouloir plus progresser, on va dire. Ce sont des jeunes motivés, ils veulent s'insérer et puis et nous là, nous sommes là pour les remotiver, les aider et de renforcer leur projet professionnel. Toujours dans le domaine scolaire, mais cette fois-ci pour les enfants à l'école. Le collège, je vous l'ai dit, les collèges vont ouvrir la semaine prochaine si tout va bien, si la pandémie baisse un peu, si gamin on favait, comme on dirait. Et donc le président du conseil général, comme c'est l'accoutumé chaque année depuis X temps, fait le tour des collèges, voir un peu si tout va bien, s'il ne manque pas ici de l'eau, une citerne par là, du gel hydraulique par là, etc., etc. Et donc, M. Losbar était en tournée avec son équipe, Stanley Manicor l'a suivi. Tout au long de cette semaine, nous faisons la visite de l'ensemble des collèges. Je ne pourrais pas effectivement visiter les 42 collèges, mais ma très grande satisfaction, c'est l'accueil. C'est déjà la satisfaction du principal ici, de la principale au niveau donc, du collège Satino. Le département s'était engagé sur un certain nombre de travaux qui ont été réalisés. Donc c'était l'occasion de faire le point. On s'est déjà rencontré lors d'une réunion et on a des soucis concernant les utilisations des installations sportives du stade.
Au niveau de l'EPS, la seule doléance que nous avons, c'est que nos élèves de BMAO puissent pratiquer l'EPS, d'accord? Puisqu'il faut savoir que depuis 2017, on nous demande on nous demande pas, il y a une convention qui est signée et on demande d'avoir une contrepartie financière à travers la première année, 35 000 €, d'accord? Maintenant on a un nouveau président, nous espérons vraiment que les choses vont être réglées et que nos élèves vont pouvoir faire cours parce que l'on se retrouve à 9 professeurs d'EPS et dans le gymnase, nous pouvons, les installations à l'intérieur du collège, nous ne pouvons être que 5. La crise a été très bien gérée puisqu'il faut savoir qu'on n'a eu qu'une seule classe qui avait été fermée. Sinon, franchement, nous sommes très nombreux, nous sommes à plus de 1000 élèves et ça a été très bien géré, nous avions tout ce qu'il fallait. Mais au-delà de cet aspect purement équipement, aménagement, il y a une expérience qui a été menée au niveau donc, du collège de Gourdeliane concernant le jardin créole qui sera dupliqué sur l'ensemble des collèges puisque cette crise nous a permis donc, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc je demanderai à ce que sur l'ensemble des collèges de la Guadeloupe, les 42 collèges, qui puissent avoir un espace dédié aux plantes médicinales et ce qui permettrait à ce que nous puissions faire venir donc, des personnes ressources qui vont expliquer comment ces plantes, quelles sont leurs utilités dans cet objectif donc, de promotion donc, de la santé et de notre patrimoine guadeloupéen. Oui, vraiment beaucoup de fierté, mais en fait c'est un projet qui avait pour but de rallier toutes les couches de la famille scolaire, de la communauté éducative. Et c'est vrai que si Gourdeliane est un peu ce laboratoire, cette expérimentation, mais c'est très bien. On espère développer sur tout le territoire de la Guadeloupe. On a déjà des demandes sur les écoles primaires, donc maintenant tous les collèges de Guadeloupe, et la volonté du président s'est affirmée. Il a dit qu'il va dans ce sens, qu'on ait ce jardin partagé, jardin plantes médicinales d'un côté et arbres fruitiers en pot de l'autre. Et c'est une très belle chose pour nos enfants, pour nos familles guadeloupéennes en tous les cas. Il s'agit maintenant pour le conseil départemental de nous accompagner avec la mise en place d'un carbet qui permettrait aux enfants et aux différentes classes de pouvoir y être. Moi-même, en tant que professeur de géographie, j'ai eu l'occasion de sortir de l'établissement, pas forcément dans le jardin, mais sortir de l'établissement avec les enfants, notamment sur l'ancien programme où on travaillait sur l'espace proche, pour pouvoir leur apporter un certain nombre d'éléments d'enseignement. Voilà, on en a fini avec l'information. On va recevoir dans un instant Gilles Casimir. Je vous rappelle, l'information essentielle, c'est l'annonce et la confirmation du mouvement social, grève générale par l'intersyndicale, UGTG, UNSA, CGTG, etc. Ils ont tenu une conférence de presse tout à l'heure. On en a parlé, on reviendra sur ça en fin d'édition. Dans un instant, Gilles Casimir, coach professionnel certifié, avec, comment faire un petit point, pour l'instant. Voilà, il est pile 13h01. Vous êtes avec nous encore pour quelques instants. Je vous l'ai dit, on va recevoir Gilles Casimir. Gilles Casimir, il est coach professionnel certifié dans la période actuelle de pandémie où beaucoup de gens ont des angoisses, du stress, situations quelquefois anxiogènes. On a besoin quelquefois de pouvoir être accompagné, puisque c'est le rôle des coachs et c'est la raison pour laquelle nous sommes heureux de recevoir un coach professionnel. Alors Gilles Casimir, dans la situation actuelle, je le disais, beaucoup de Guadeloupéens sont en souffrance, à tous les sens du terme, mortalité, peur, etc., angoisse. Quel est le rôle du coach vis-à-vis de, j'ai envie de dire, pas du peuple guadeloupéen, mais enfin au moins des personnes, individuellement? Oui, alors il y a différentes formes bonjour d'abord, bonjour tout le monde, et une grosse force à tous ceux qui sont affectés, toutes les familles endeuillées. Alors le coaching, c'est un accompagnement. Pour permettre aux personnes de trouver par elles-mêmes leurs solutions. Voilà. Donc il y a les soins, tout ce qui est thérapeutique. Donc la psychologie, les psychologues, les thérapeutes sont dans le soin. Nous ne sommes pas dans le soin. Nous sommes dans l'accompagnement. De ici et maintenant vers ce que les gens souhaitent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est compliquée. On se sent un petit peu victime des choses. Notre travail, justement, c'est de permettre aux gens de faire évoluer leur perception. Je peux vous donner un exemple. Vous le dites, la population guadeloupéenne a l'impression aujourd'hui d'être dans une catastrophe. Ouais. Si on change les perceptions, au moment où je vous parle, il y a des personnes qui considèrent la Guadeloupe comme The Eldorado. Au moment où je vous parle, oui, là tout de suite, le 7 septembre 2021. Bien sûr. Mais ça, il faut vraiment l'entendre parce que, par exemple, je vous donne un exemple, la loi Pinel Outre-mer 2021, c'est le paradis fiscal pour tous les investissements en Guadeloupe avant le 31 décembre. Ouais. Donc là, nous pouvons avoir une perception de catastrophe, si vous jouez sur la perception, ça va jouer sur vos croyances, ça va jouer sur votre comportement et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est une démarche psychologique en fait. Alors j'ai entendu un certain nombre de personnes
même bien placé dire que, et c'est pas pour entrer dans une polémique, mais c'est pour bien situer un petit peu la problématique, dire que on est en train de tuer les Guadeloupéens. Alors, donc ça a créé un sentiment de peur qui explique bien évidemment, pas seulement, mais le refus du vaccin, parce que les Guadeloupéens disent, bon, ils ont vécu Guadeloupéens, ils ont vécu Martiniquais, on veut débarrasser ces pays-là de leur population, leur injectant un poison. Alors ça crée une psychose, ça crée de l'angoisse et ça crée une situation anxiogène, plus le travail médiatique, et je dis ça en étant dans un média qui est fait de bombarder toute la journée. Comment un coach intervient individuellement avec un patient, je ne sais pas si vous les appelez patients, un coaché, un client. Un patient sous-entend qu'il est malade. Oui. Les personnes qu'on accompagne ne sont pas malades. Elles sont peut-être un peu perdues, un peu déboussolées. Avant, la vie était plus simple. Il fallait faire des études, avoir son bac, faire des études, avoir un travail, et après atteindre la retraite. Maintenant, vous voyez, la vie est compliquée. Et en plus, maintenant, crise sanitaire, crise de l'emploi et autres. Vaccin, pas vaccin. Comme je vous disais, on a tous des schémas qu'on met en place. Nous, les coachs, on est dans l'écoute de la personne. La première chose, c'est d'écouter la personne. Aujourd'hui, très peu de personnes verbalisent ce qu'elles ont. Alors, on va vers des psychologues. Les psychologues écoutent, mais il y a une différence entre le psychologue et le coach. Nous, on est dans le concret. Donc, quand je dis le concret, on s'entend. On est dans qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, concrètement. Donc, on écoute ces personnes, on reformule, on leur fait un feedback. Donc, moi, en tant que coach, j'accompagne beaucoup à distance, beaucoup par téléphone. Donc, je vais dans le monde du coaché, il m'explique ce qu'il vit, je comprends, je lui demande de bien expliquer. Et ensuite, moi, je sors de son monde, mais je lui demande de venir avec moi et de me montrer, de regarder avec moi ce qu'il m'a expliqué. Et de lui-même, il constate un petit peu les choses. Pour parler du vaccin, nous avons des expériences, des rencontres, des influences. Tout ça, ça crée des croyances chez nous. Tout le monde a une vision de la réalité. Personne en Guadeloupe ne détient la réalité suprême. Personne sur Terre ne connaît la réalité suprême. Moi, je suis coach, diplômé Bac+5. Je ne peux pas donner un conseil à mon client. C'est sa vie. Je ne peux pas lui dire quoi faire. On a tous nos vérités. Mon travail, c'est de faire taire mes croyances, de faire taire mes vérités et de voir comment lui, il gère les siennes. Parce que les croyances vont influer sur vos états internes positifs ou négatifs, comment vous vous sentez. Et ensuite, ça va influer sur vos pensées et ça va influer sur vos actions. Donc, pour venir au vaccin, si vous êtes dans une logique où effectivement vous êtes victime d'une extermination, vous allez nourrir cette croyance. Mais le fait de nourrir cette croyance, quand vous allez regarder les informations, les réseaux sociaux, vous allez automatiquement, inconsciemment, chercher des choses qui confortent vos croyances. Donc vous allez trouver des choses qui vont prouver par A plus B qu'on essaie de vous tuer. Et ensuite, à l'inverse, si vous estimez que le peuple guadeloupéen est un peuple fort, résilient, que nous sommes encore là, que cette crise peut nous permettre de comprendre ce qu'on a à comprendre, ce qu'on peut faire, ne plus être passif, victime, mais acteur. Qu'à nous peut faire. À ce moment-là, vous allez nourrir des croyances qui sont aidantes, un état interne positif, et vous allez construire des choses. Voilà. Ça signifie que psychologiquement, j'ai envie de dire, la positivité aide le client à surmonter les difficultés quotidiennes qu'il rencontre quand il est avec le coach. Oui, alors, c'est pas simplement se dire voir le côté positif, c'est pas... Tout dans la vie est ambivalent. Tout est positif et négatif. Il faut accepter les deux. Si le positif existe, il se définit parce que le négatif existe. Donc dire à la personne, rester positif, ça n'a pas de sens. Puisque s'il n'y a que du positif, il perd son sens positif. On est d'accord ? Il faut accepter le négatif et le positif et voir qu'est-ce qu'on va en faire. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont en reconversion professionnelle, il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, il y a des personnes qui sont en confinement avec notamment les dames, avec des messieurs qu'elles n'aiment pas, qu'elles sont obligées de supporter, des violences intrafamiliales. Il y a différents cas. Il y a des porteurs de projets qui restent confiants. Ben, qu'est-ce qu'on fait de cette situation ? Est-ce qu'on reste victime ? Ok, comme je vous l'ai dit, on crée des croyances limitantes. Ou bien est-ce qu'on y va ? Et le coach, en fait, il est là pour vous poser la question, mais finalement, qu'est-ce que vous voulez ? Parce que là, on parle de crise en Guadeloupe, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut en Guadeloupe ? Qu'est-ce qu'on veut mettre en place ? Personne ne se pose la question. Si vous ne vous posez pas la question de ce que vous voulez, c'est comme si vous êtes dans un bateau, en pleine mer, et vous n'avez aucun cap, aucune direction, aucune vision. Donc n'importe quel cyclone vous fait mal, n'importe quelle mer agitée vous fait mal. Par contre,
quand vous savez où vous voulez aller, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il neige, vous allez subir la crise puisque vous savez où vous allez. Donc les personnes sont perdues et nous sommes là pour leur poser les bonnes questions pour qu'elles puissent trouver elles-mêmes du sens dans ce qu'elles font. Mais alors, dans le cas de la Guadeloupe, parce que bon, la Guadeloupe est particulière, puisque nous vivons une situation particulière du point de vue politique, est-ce que le coach tient compte des éléments politiques, économiques, etc., pour exercer? Alors, il faut bien comprendre, je vous l'ai dit, la plus grande compétence du coach, c'est le coach lui-même. Il a beau connaître tous les outils que vous voulez, c'est le coach lui-même. C'est sa capacité à comprendre qu'il ne sait pas. Quand un client vient m'expliquer sa problématique, il faut vraiment que j'accepte que je n'ai pas la solution. Oui. Il ne faut pas que j'influe dans mon accompagnement ma vision du monde. D'accord. Parce que sinon, mon accompagnement sera biaisé. Oui, partiel. Oui. Voilà. Maintenant, ça, c'est dans mon accompagnement avec le client. Je vous donne un exemple simple. J'ai 17 ans de mariage. Mes parents ont 40 et quelques, mes grands-parents ont plus de 60 ans de mariage. J'avais plus de 60 ans. C'est mon éducation. Ouais. OK? Je ne me voyais pas faire un enfant. Il va apporter non au moins, quand ils vont à l'étranger pour bailler non au moins. Pour moi, ça n'a pas tenu sens. Ouais. Mais est-ce que pour autant, je dois intégrer ça dans mon accompagnement d'une femme célibataire avec 3 enfants? Ouais. Qui suis-je pour dire que parce qu'elle n'est pas mariée, elle a loupé sa vie? Non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, il faut rester vierge. Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai eu beaucoup de critiques en Guadeloupe parce que je donne mon avis. Oui. C'est mal vu. Maintenant, j'estime que lorsqu'on a cette capacité à aider son prochain, cette capacité à dire les choses, à analyser... d'analyse. Oui, elle est nécessaire quand même. C'est criminel aujourd'hui de ne pas donner son avis. Mais oui, voilà, je pense que c'est un manque de responsabilité. Oui. Et ce que j'ai toujours fait, regardez bien, à chaque fois que j'ai pris la parole, je n'ai pas attendu des groupements, je n'ai pas attendu des partis. Là, on commençait par aller sur WhatsApp, pour ne pas décapaler. Ouais. Pas tenir les activistes, pas tenir les timales de je dis là, pas au monde pas décapaler. Là, on commençait par aller. Ben, j'ai simplement mis en place ce que j'apprends dans le coaching. Mon talent, quand j'ai un client, c'est que je lui expose ce qu'il m'a expliqué d'une manière à laquelle il n'avait pas vu avant. Oui. C'est ça mon talent. Oui. Et de lui-même, il a dit, mais effectivement, un jeune cadre en Guadeloupe rentre en Guadeloupe. Il a un bon poste, il est bien payé. Madame, un bon poste, bien payé. Ils viennent d'arriver en Guadeloupe. Et il a du mal à rester après 3-4 mois. Il y en a beaucoup qui veulent rentrer avec leurs compétences et qui ont du mal à rester. Parce que les mentalités, les relations de travail avec les gens, les coups bas, le fanchou, ils ont du mal. Et il me dit, j'ai du mal parce qu'en fait, sur certains aspects informatiques et tout, on est en retard. OK, c'est sa vision des choses, je la respecte. Mais dans l'accompagnement, stratégiquement, je lui pose la question, mais est-ce que ce retard-là, ce ne serait pas une opportunité pour vous ? Pourquoi c'est nous qui sommes en retard? Peut-être que vous êtes en avance et vous pouvez développer ça pour permettre à votre pays de monter en compétence. Boum! Le déclic pour lui. C'est ça le coaching. Pour la Guadeloupe, c'est pareil. Je finis là-dessus. Tout ce qui se passe aujourd'hui est censé nous faire comprendre quelque chose. Donc ça signifie quand même que l'écosystème, qu'on le veuille ou pas, du pays influe quand même sur la vision, quand même si on veut être neutre, impartial, etc. Ça pas influe. Dans mon accompagnement. Pas quand j'accompagne un client. Je ne peux pas faire ça. Parce que sinon, je suis un mauvais accompagnant. Oui. Non. C'est pas parce que je suis pour l'autonomie du pays que je ne peux pas accompagner quelqu'un qui soit pour contre. Voilà. Oui. Par contre, je décide de qui j'accompagne. Oui, d'accord. Oui, non, mais je parle même pas de la vision directement politique. Je dis, il y a des Guadeloupéens qui vivent aujourd'hui sans se poser la question sur ce qu'est la Guadeloupe aujourd'hui. Or, si on vit dans une bulle guadeloupéenne ou archipélagique... Je comprends mieux, excusez-moi. Tout à fait. C'est ça, on leur permet de faire un zoom arrière, justement. Voilà, c'est ça la question. On leur permet de faire un zoom arrière et d'apprécier les choses d'une manière plus globale. Les politiques aussi se font coacher. Toutes les personnes aujourd'hui, et je milite depuis 3 ans maintenant, et là je pense que je vais militer encore plus fort, je vous dis ça. Toutes les personnes qui écoutent, allez sur ma page Facebook, Gilles Casimir avec Z, je fais ma pub. Oui, appelez-moi, 06 90 74 29 77, parce que je considère, ça fait partie de mes convictions, que nous devons œuvrer pour le développement humain en Guadeloupe. Oui. Pour avoir milité beaucoup pour certaines choses, j'ai constaté qu'en fait le changement, c'est pas simplement dire quoi faire. Si on n'y croit pas, ça sert à rien.
Tout le monde partage ses analyses, tout le monde croit avoir la vérité suprême. Mais si on n'est pas conscient en fait qu'il y a un blocage qui est peut-être plus profond, qui est psychologique, on va aller nulle part. Alors, autre chose, j'ai eu l'occasion de poser la question à plusieurs coachs. Je ne sais même pas si la première fois que vous êtes venu, je n'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a une mode du coaching en Guadeloupe aujourd'hui qui fait qu'on trouve beaucoup de coachs? Alors, je dis ça parce que j'ai bien précisé coach professionnel certifié. Oui. Parce qu'il n'y a tout pas certifié ni professionnel. Oui, j'insiste parce que certifié au registre national de la certification professionnelle, oui. C'est mon titre, reconnu par le ministère du Travail français. Niveau master, bac plus 5. Et c'est vrai que quelquefois, quand je me présente coach professionnel, je souffre un peu de ça, parce qu'on a l'impression que c'est un métier futile. Bon, tout le monde peut dire qu'il est coach. Il n'y a pas de mode du coaching. Ça a toujours existé, depuis Socrate. Donc Socrate, il accompagnait, c'était la maïeutique de Socrate, c'est l'art de faire accoucher les consciences. Grand à part en nous, grand en nous, il y a qu'à faire coaching. Là où tu as voyé où tu as un problème, il n'y a pas qu'à dire quoi faire. Voilà, 6 heures, et où qu'à parler, où qu'à expliquer, ouais, maman, nanana, il qu'à écouter, et il qu'à poser une question. Ou pas ni réponse, c'est qu'elles sont bonnes questions. Et où qu'à venir voir des semaines après, pour merci, mais pas dire où qu'à vous faire. Alors maintenant, le coaching, c'est structuré. L'État a dû mettre des certifications. C'est devenu à la mode aux États-Unis. Dans les années 90, c'est venu en France. Et aujourd'hui, c'est un vrai outil. Ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est un vrai outil. Et là, je passe un appel aux hommes. Beaucoup de femmes n'ont pas de problème à se faire coacher. Elles peuvent comprendre qu'elles aient besoin d'un regard extérieur. Elles peuvent se remettre en question. Beaucoup d'hommes, beaucoup de chefs d'entreprise, guadeloupéens, TPE, PME, ne verbalisent pas les choses. Ils n'ont qu'à garder ça en disant aïe. Ils n'ont pas dit madame aïe rien. Ils ne peuvent pas parler à collègues pour collaborateur et ils n'ont qu'à tomber malade. Il faut verbaliser. Au commencement était le verbe. Il faut dire ce que vous ressentez. Il faut que ça sorte. Pas forcément un psychologue, vous n'êtes pas malade. Pas ni maladie. Et le fait de dire les choses, vous vous écoutez, vous analysez, la personne vous pose des questions, ça vous permet vous-même de voir comment peut-être rendre votre entreprise plus agile, rebondir, saisir d'autres opportunités. Voilà. Je l'avais dit dans une émission, le mot crise en chinois, c'est 2 anagrammes. C'est danger et opportunité. Ça, le chinois a fait dessin. Oui. On va chercher loin peut-être, mais ça va faire. Toute crise, il y a une opportunité. Mais alors, pour la souffrance au travail? Alors, la souffrance au travail, c'est un véritable sujet. Les entreprises également, j'essaie vraiment de trouver le moyen de séduire certaines grandes collectivités, mairie, conseil régional, conseil départemental, et les grandes entreprises. Ni problème, un peu du moins. Oui, mais c'est. Alors, je peux accompagner une personne en face à face par téléphone, mais on peut accompagner des équipes. On peut accompagner des groupes. Hier notamment, j'ai intervenu, donc je remercie la direction de Massabielle. J'ai intervenu devant tout le personnel soignant, le personnel enseignant et non enseignant. Presque 90 personnes. Mais je ne leur ai pas dit quoi faire. On a parlé d'outils de développement personnel qu'ils pourront utiliser tout au long de l'année chez eux. Ils pourront aller chercher. Et voilà, par exemple, on a tous des besoins. Est-ce que vous savez aujourd'hui de quoi vous avez besoin? Pour certaines personnes, c'est physique, c'est des massages, c'est du sport. Pour d'autres, c'est relationnel, ce sont des échanges. On est tous différents. Si vous n'apprenez pas à vous connaître, c'est difficile pour vous de vous ressourcer. En fait, vous n'arrêtez pas de prendre des cours, vous subissez. À quel moment vous rechargez vos batteries? On est là pour ça. Et puis, une collectivité, une mairie qui a du mal, moi j'arrive là, je vous assure, j'adore. Moi, je mets un miroir devant tout le monde, j'ai pas de combine. Parce que c'est toujours l'autre le problème. La semaine dernière, j'ai reçu ici le président du Conseil général, l'Osbar. Je lui ai posé la question, il me disait effectivement ici qu'au Conseil général, tout n'est pas rose dans le personnel. Donc ça veut dire que la souffrance dont on parle au travail, ça existe. Alors, collectivement, mais aussi individuellement. Oui, c'est les deux. La souffrance au travail tue. Alors, on ne va pas vous diagnostiquer, bien sûr, on ne va pas vous diagnostiquer chez le médecin souffrance au travail. Mais quand vous avez un cancer, quand vous avez un diabète, une hypertension, vous avez des choses comme ça qui s'aggravent, c'est le mental. Et le stress. Le stress tue. Quand vous allez travailler tous les matins à reculons, c'est compliqué. Et puis, il y a aussi une perte de sens. Vous ne savez plus pourquoi vous faites ça. Tous les employés du conseil régional, moi, si j'aurais une question à leur poser aujourd'hui, c'est en quoi consiste votre travail?
Non, c'est pas pour casser. Attention. Non. C'est pas pour critiquer. Non. C'est simplement pour recréer du sens. Je comprends. Vous faites ça pour quoi? Pour qui? Vous êtes au service de la population. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez de la valeur. Vous vous entendez pas. C'est pas typiquement guadeloupéen de ne pas s'entendre. Et je l'ai écouté, le président Losbar. Il a dit, je me souviens bien, il a dit à un moment, quelquefois il suffit d'un peu de dialogue. Voilà. Il existe des outils pour ça. D'ailleurs, il y a un outil qui est génial, il s'appelle la chaise chaude, pour ceux qui veulent aller chercher. Ça permet de libérer la parole. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Et les non-dits alimentent les croyances sur les personnes. Si vous rencontrez 10 personnes qui vous disent quelque chose sur moi, et vous ont transmis leurs croyances, quand vous allez échanger avec moi, vous allez inconsciemment essayer de voir tout ce qui confirme ce qu'on vous a dit. Tout à fait. Et alors imaginez quand vous êtes pendant 10, 20, 30 ans ensemble dans une boîte comme une entreprise. Il faut qu'on se parle et le coaching permet ça. Et comme je vous dis, pour moi c'est super de travailler dans ce domaine, c'est génial, je m'éclate. Oui, juste une petite question, peut-être pas d'actualité vraiment, mais est-ce que les fake news influent aussi sur le comportement du Guadeloupéen aujourd'hui? Parce qu'il y a 10 ans, pas tenir, tout ça, réseaux sociaux, etc. Et on voit bien, bon, dans la période de pandémie, bien sûr, ça devient excessif, mais même en période de non-pandémie, il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent et qui créent des croyances. Oui, complètement, qui consolident des croyances qui sont complètement pas absurdes. Vous savez, il y a quelques temps, on pensait que la Terre était plate. Les personnes qui disaient que la Terre était ronde se faisaient couper la tête. Donc je ne vais pas m'avancer à dire que tout le monde se trompe. Je pense que simplement, il faut savoir se référer aux personnes dont c'est la compétence, le métier, en fait. Quand on ne sait pas, il vaut mieux s'assurer des sources. Plutôt que... Parce que comme je vous l'ai dit, c'est inconscient. Comme on nous a transmis la croyance qu'on veut nous détruire, on va chercher tout ce qui va confirmer ça. J'insiste parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais pendant ce temps-là, où vous militez contre une menace, mais vous ne vous développez pas. Personne ne construit sa maison en guerre contre l'autre. Moi, je n'ai jamais vu de communauté qui arrive en Guadeloupe et qui prospère se déchirer devant nous. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un sous-préfet s'engueuler devant tout le monde avec un préfet. Ou un commissaire avec... Je n'ai jamais vu ça. Effectivement, ça revient un vieux proverbe. Alors, le truc traditionnel, la question traditionnelle, bien sûr, avant de terminer, coach différent de psycho. Complètement. La psychologie, ils vont chercher dans votre passé ou dans votre vécu ce qui a peut-être créé un petit problème psychologique et qui explique ce que vous vivez aujourd'hui. C'est avant jusqu'à maintenant. Le coaching, c'est ici et maintenant vers demain. J'insiste bien à toutes les personnes aujourd'hui qui sont chez elles, qui se posent des questions. Que voulez-vous? Qu'avez-vous fait? On ne se pose pas la question. Quelquefois, on pense qu'on ne mérite pas d'avoir ce qu'on veut. On se freine nous-mêmes, on se limite nous-mêmes. Il y a des croyances limitantes. On considère qu'on ne peut pas, qu'on ne pourra pas, ou qu'on a besoin de quelque chose. Et nous, notre travail, c'est de faire comprendre à cette personne qu'elle peut, en fait. Il y a qu'elle qui peut se limiter. Il y a etc. de domaines aujourd'hui en Guadeloupe. Comme je vous ai dit, il y a des personnes, au moment où je vous parle, qui vendent leurs biens à Paris pour s'installer en Guadeloupe. Vous allez leur dire il n'y a pas d'eau, ils vont vous dire je vais mettre une citerne. Non, mais c'est la destination préférée des Français à ce moment-là. Voilà, mais maintenant, avec les décès, c'est-à-dire que là, les agences immobilières, elles sont de partout. C'est maintenant. Un exemple, on dit beaucoup il n'y a pas d'hôpital. C'est une croyance qui est partagée à l'envi. Déjà, c'est une insulte pour toutes les personnes qui travaillent tous les jours pour notre santé, parce qu'il y a un hôpital. Il est certainement plus moderne que beaucoup d'hôpitaux de pays environnant la Guadeloupe. Bien sûr. Et en plus, dans moins de 5 ans, on en a un tout neuf. Donc, il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas d'hôpital qui font rien, mais il y en a d'autres qui se disent, bon, cherchons un terrain aux abîmes. Au cas où. Parce qu'il est loué, parce qu'il y a des gens qui sont sortis de tous côtés pour aller à l'hôpital là. Donc c'est vous qui voyez comment vous vivez les choses. C'est vous qui décidez, on a le choix. D'accord. Il faut quand même le rappeler, le téléphone si on veut contacter. 06 90 74 29 77. J'accompagne beaucoup à distance, beaucoup par téléphone, par Zoom. Vous êtes chez vous posément. Vous profitez d'un cadre bienveillant, sans jugement, strictement confidentiel. Juste un point. Est-ce qu'une personne qui vient de subir le choc de la Covid
c'est-à-dire il sortit vivant, a besoin d'un coach? Ce sont aux personnes de décider si elles ont besoin de s'exprimer ou pas. Oui. Maintenant, la question que j'ai envie de leur poser, c'est à qui vous parlez? Parce que quand vous parlez aux gens, vous donnez des conseils, en fait. Ouais. Vous donnez des conseils par rapport à leur vision du monde. Je ne peux pas dire qui a besoin, qui n'a pas besoin. On échange. Déjà, le premier échange est sans engagement. On échange et on voit. Aussi un appel aux entreprises, aux groupes, aux banques, aux assurances, CAF, Sécurité sociale. On dit que le pays, naninana, avant d'aller chercher des coachs ailleurs, s'il vous plaît, de grâce, il y a des gens qui sont compétents et qui vont donner des exemples précis avec notre langue, avec notre culture, qui vont toucher les gens. Avec notre écosystème. Mettez-moi devant 100 personnes dans un grand organisme comme ça et après faites un sondage sur l'impact. Gilles Casimir, merci. 13h23, on prend la dernière pause publicitaire. On retrouve tout à l'heure Alexandra Arnay, elle est fondatrice du réseau Amazon. C'est ces femmes particulières qui ont eu le cancer, qui ont quelquefois l'ablation d'un sein et qui sont dans une période quelquefois difficile ou pas. On le verra tout à l'heure avec Alexandra. À tout de suite. Voilà, il va être 13h30 dans une minute, 19h30 ailleurs. On a avec nous Alexandra Arnay. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandra. Alors, vous êtes fondatrice du réseau Amazon. En 2 petits mots, c'est quoi le réseau Amazon? Alors, le réseau Amazon est un réseau d'associations de patientes atteintes de cancer, quel que soit le type de cancer, et un réseau qui se trouve, enfin qui est partie de la Martinique et qui se trouve aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, à Tahiti, à Paris, mais aussi dans l'océan Atlantique, l'océan Indien avec la Réunion, qui est la toute dernière petite sœur. Nous avons également une antenne à Paris. Alors, c'est une association qui est née il y a 4 ans avec la Martinique et qui a grandi avec des petites sœurs depuis bientôt 4 ans. Alors, globalement, comment fonctionne ce réseau? Vous faites quoi exactement avec toutes ces femmes qui ont été atteintes du cancer? Alors, c'est un réseau qui a des valeurs vraiment cardinales, comme la sororité, la bienveillance, le partage. On dit dans nos statuts qu'on est des mecs et des nanas extra, parce qu'il y a des femmes, mais il y a aussi des soignants qui font partie de ce réseau. Et il y a également l'entourage, donc des hommes et des femmes, mais aussi des enfants, qu'on appelle colibris, qui font partie de ce réseau. Dans ce réseau que nous sommes en train de travailler afin de devenir la première fédération de ce type dans les territoires d'outre-mer, eh bien, nous proposons plusieurs activités. Nous proposons ce qu'on appelle les soins de support. Les soins de support, c'est tous les soins qui ne sont pas médicaux, mais qui sont très importants dans l'accompagnement d'une personne qui rentre dans le parcours de soins pour un cancer. Il faut savoir que le parcours de soins pour un cancer est très éprouvant. Les thérapies en place mettent à mal le corps, mais pas que le corps, mais également l'âme, l'esprit. Et on a besoin de renforcer le corps et la tête. Et pour cela, dans différentes associations, on propose des soins de support. Ça peut aller du yoga, au pilates, à des cours de cuisine, ou encore à des cours pour apprendre à prendre soin de soi, avec toujours des intervenants qui sont des intervenants formés, spécialisés dans l'accompagnement des personnes touchées par le cancer. Oui. Nous sommes aussi une association qui essayons de permettre une meilleure visibilité des patients issus de nos territoires, parce que tout simplement nous avons, j'ai envie de dire, la double peine. À la fois, nous avons les mêmes problématiques que les personnes qui ont un cancer dans l'Hexagone, c'est-à-dire l'âpreté des parcours de soins, parfois un monde médical qui n'entend pas toujours, mais heureusement on progresse là-dessus, la voix des patients, mais avec des spécificités territoriales dues à l'éloignement géographique de notre territoire, de nos territoires, et très souvent on s'est rendu compte que par exemple les décisions des grands plans cancer qui sont pris sur le territoire hexagonal ont bien du mal à arriver sur nos territoires, et donc on a toujours un petit décalage et donc un retard à rattraper par rapport à ce qui se fait sur le territoire. Je prends pour exemple, il y a ne serait-ce que 4 ans, les soins de support, personne ne savait vraiment ce que c'était sur nos territoires. Il y avait quelques associations qui en proposaient, comme par exemple la Ligue contre le cancer, mais ça restait quand même
c'était pas vraiment courant. Aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il y a un travail et des progrès faits là-dessus. Et puis c'est important aussi qu'on entende nos voix, qu'on se rend compte que la France n'est pas une et indivisible, et que les voix sont différentes, les façons de faire sont différentes, et que nos territoires aussi ont leur part à apporter dans ce grand concert. Des voix qui souvent témoignent sur la question du cancer aujourd'hui en France. Alors, mais Alexandra, est-ce qu'on peut dire que le fait d'être une Amazone, ça facilite la relation avec le corps médical, avec les oncologues? Alors, être une Amazone, aujourd'hui, ça a du sens. Pourquoi je dis ça a du sens? C'est vrai qu'il y a 4 ans, quand on a commencé, la voix des patients, c'est encore assez novateur, que les patients s'invitent comme ça à la table de discussion sur leur parcours de soins, etc. Même si, encore une fois, c'est une prérogative qui, depuis 10 ans, existe, puisqu'il faut savoir que le cancer est la seule maladie sur laquelle le gouvernement légifère, puisque depuis plus d'une dizaine d'années, là on en est au 3e plan cancer, je crois, au 4e plan cancer. C'est la seule maladie sur laquelle il y a des grandes orientations qui sont décidées. Tout avancé tous les 4 ans. Maintenant, la stratégie qui a été décidée par le gouvernement ira de 2022 à 2030, donc presque 10 ans. Donc il faut savoir que c'est une maladie qui est plutôt légiférée. Oui. Et parmi cette législation, il y avait la voix du patient, le patient au cœur du dispositif de soins. Mais il y a encore quelques années de ça n'arrivait quasiment pas. Aujourd'hui, oui, on peut dire qu'avec les actions des présidentes et des bénévoles et des membres des associations, on fait appel à nous. Je discutais encore il y a de cela quelques heures avec la présidente d'Amazone Guadeloupe, Karina Guillaume, qui m'expliquait que les médecins font appel à elle par rapport quand il y a des situations un peu délicates. Je prends le cas par exemple de la radiothérapie, où en Guadeloupe on est vraiment dans une situation problématique. Et où les soignants n'arrivant presque plus à se faire entendre, peut-être des instances nationales ou locales, font appel aux patients en disant écoutez, ça bloque, nous on ne nous entend plus, peut-être que vous, on va vous entendre, vous les Amazones. Donc c'est des choses qui arrivent en Guadeloupe, ce sont des choses aussi qui arrivent en Martinique. On a déjà des soignants qui nous ont dit continuez à secouer le cocotier, parce que parfois, quand c'est vous qui parlez, quand c'est les patientes qui tapent du poing sur la table, bon, ça nous arrive aussi, on est des Amazones, peut-être qu'on va vous entendre un peu plus que nous. Donc on est vraiment dans un travail partenarial, dans une co-construction avec les soignants. On n'est pas en opposition, je tiens aussi à le préciser, avec les instances de santé, mais parfois c'est vrai que bon, il faut un peu montrer qu'on existe et pointer du doigt les dysfonctionnements. Ça, c'est des choses qu'on a un peu parfois du mal à entendre. On préfère dire quand tout va bien. Mais je reprends parfois cette expression je reprends souvent cette expression de Eugène Bonnat, qui était un grand musicien de musique traditionnelle en Martinique, qui disait « Faut qu'on reste des piquants ». Moi, je pense que faut qu'on reste des piquants. C'est-à-dire que il ne suffit pas de dire que tout est beau, tout est gentil, c'est pas vrai. C'est bien de dire quand ça va, mais c'est bien aussi de dire quand il y a des dysfonctionnements et quand ça va pas. Parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on progresse. Alors, Alexandra, j'ai eu l'occasion de vous voir dans un film il y a quelque temps, mais au-delà de ça, on a fait, j'ai vu aussi des expositions de photos où on voyait des femmes amazones qui n'hésitaient pas à montrer leur corps. Ça signifie qu'il y a une forme de libération psychologique, mentale, qu'on devient amazone? Moi, je pense que oui. Je pense que nombreuses sont les femmes qui nous disent qu'il y a eu un avant et un après. D'ailleurs, je vous invite vraiment, Guadeloupe, à vous rapprocher de l'association Amazone Guadeloupe, qui est en train de préparer la deuxième partie de leur exposition Bless. Oui. Alors, c'est très bien que vous en parliez, parce qu'il y a 2 ans, elles avaient fait en 2019 une exposition absolument extraordinaire qui s'appelait Bless. On l'avait vu. La commissaire d'exposition, c'était Anaïs Verspan. Oui. Et bien, elles reviennent 2 ans après, avec ces mêmes femmes qui avaient... parce que finalement, faire cette photo, c'est un peu témoigner d'un moment de sa vie, d'un moment...
certes de souffrance, mais aussi d'un moment de victoire qu'on pense sur soi-même, et bien ces femmes reviennent 2 ans après, sous encore à nouveau le regard de la photographie, mais dans un autre milieu, et là je ne vais pas en dire plus pour laisser la surprise. Oui. J'ai vu les photos, elles sont bouleversantes et elles sont magnifiques. Oui. Et l'exposition Blesse 2, toujours avec la même équipe, hein, le commissariat d'exposition c'est Anaïs Verspan, accompagnée par la team d'Amazon Guadeloupe, sera visible en octobre. Et ces femmes, justement, c'est très bien que vous me posiez cette question, témoignent de ce que cette expérience photographique a réalisé dans leur vie. Oui. Et la photothérapie, comment l'art guérit les blessures, comment l'art guérit la blesse, est vraiment au cœur des actions que nous menons sur nos territoires. Pour preuve, l'exposition est différente à chaque fois sur chaque territoire. Elle a eu lieu en Martinique, à Paris, en Guadeloupe, à Tahiti, et en train de se préparer pour 2022 à La Réunion. Oui. Donc, mais vous n'avez pas répondu de façon précise. Est-ce que ça permet de libérer son image et son corps? La réponse est oui. La réponse est oui, clairement. Je vais prendre mon exemple. Quand j'ai pensé à faire cette exposition il y a de cela 4 ans, en 2017, on a commencé en Martinique, c'était parce que je trouvais qu'on ne nous voyait pas. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas les femmes touchées par le cancer, on ne nous entendait pas. Lorsqu'il y avait Octobre Rose, on voyait les soignants, on voyait ce qu'on appelle les grands grecs, hein, discuter de la maladie, des implications de la maladie. Par contre, les femmes, celles dont on parlait, étaient exclues du discours de la parole publique. Et je me dis que c'était pas possible, c'était pas normal. C'est-à-dire que nous aussi, on avait nos réalités à raconter. Il ne s'agit pas d'exclure une parole plutôt qu'une autre, mais plutôt d'en inclure plusieurs. Oui. Et à travers cette photo, ce que j'avais à dire, et je pense que c'est aussi ce que cette photo exprime, en tout cas c'est ce qu'on me dit, c'est moi là, quoi. Moi là, j'existe, ma voix compte. Et est-ce que ça m'a permis de me réapproprier mon corps? Oui, clairement. Ça m'a permis de me réapproprier mon corps, de peut-être me réconcilier avec mon corps, parce qu'on a un peu cette sensation, quand on a eu un cancer, en tout cas quand c'est mon sentiment à moi, j'ai eu un peu le sentiment que mon corps m'avait trahi. J'avais 37 ans, j'étais directrice de com à la région en Martinique, j'avais une vie pleine de rendez-vous, voilà, trépidante. Et d'un coup, il y a ce truc qui vous tombe un peu sur le coin de la tête, si vous ne le voyez pas venir, quoi. En plus, j'avais 37 ans, donc relativement jeune pour avoir un cancer du sein, c'est ce que les médecins m'ont dit, en tout cas. Et en fait, passer par cette photo, ça m'a permis un peu de faire la paix aussi avec ce corps qui, j'avais eu le sentiment, j'avais eu cette impression, m'avait un peu trahi. C'était un peu lui dire, je t'accepte désormais tel que tu es, maintenant on a un nouveau chemin, on a une nouvelle page à écrire ensemble. Et je crois que chaque femme a un peu cette relation un peu particulière avec son corps, un corps qui à la fois va enfanter cette maladie. J'utilise ce terme parce qu'au sein d'Amazon, il y a des femmes qui l'emploient, qui va héberger, je dirais peut-être, qui va héberger cette maladie. Oui. Et puis à un moment, il va falloir lutter fort. Certaines ne disent pas non plus utiliser l'expression lutter, il va falloir mobiliser toute son énergie pour guérir. Et une fois qu'on a guéri, qu'est-ce qu'on fait avec ce corps où parfois on a retiré un sein, parfois on a retiré les ovaires. Donc c'est une nouvelle, parfois aussi féminité à se réapproprier. Je crois que ces photos permettent un peu de se réconcilier avec son corps, se réconcilier avec sa tête. Bien, une dernière question, Alexandra. Dans la période actuelle de la pandémie, comment sont les Amazones par rapport à cette situation particulière? J'imagine que quand on a un cancer, on est déjà dans une situation compliquée. La pandémie renforce cette situation de votre point de vue. Il faut faire plus attention. Comment vous fonctionnez? Alors, il faut savoir que le Martinique et la Guadeloupe sont confinés. La Réunion, il y a le couvre-feu. Oui. Tahiti également est confiné avec une situation absolument catastrophique sur le plan de la prise en charge. Oui. Et donc, c'est une maladie, c'est une pandémie qui impacte, mais terriblement, les Amazones, terriblement ces femmes, qui se retrouvent parfois, encore hier, je traitais un mail d'une femme qui disait
c'est compliqué d'arriver à joindre les médecins. Même les médecins eux-mêmes le reconnaissent, hein, parce qu'il y a certains services. Je prends l'exemple, par exemple, de la MFME, la Maison de la Mère et de l'Enfant, qui habituellement soigne les cancers gynécologiques et du sein en chirurgie. Le service a été fermé et réquisitionné pour accueillir les patients atteintes de Covid. Ça signifie que ces patients sont redirigés vers la France, donc vers Paris, donc déracinement, pour leur prise en charge. Donc il y a un peu une sensation de temps suspendu où on se retrouve un peu face à soi-même. Oui. Et je sais par exemple qu'en Guadeloupe, il y a eu vraiment un temps un stress, un moment vraiment presque de panique. Et l'équipe de Guadeloupe a mis en place des vidéoconférences, des réunions Zoom, une fois par semaine, où elle se retrouve un peu à discuter avec un professionnel de santé un thérapeute qui les aide un peu à exprimer ce par quoi ils passent et à les accompagner dans ce moment qui est vraiment problématique. Et puis, il y a cet aspect psychologique qu'on retrouve sur tous les territoires, sentiment d'enfermement, de ne pas se sentir en sécurité, puisque ce sont des femmes qui sont immunodéprimées, ça veut dire qu'elles sont plus fragiles, c'est un peu plus fragiles par rapport à la pandémie. Et puis, il y a aussi ce sentiment qu'on ne parle que de ça. Alors qu'on ne parle que du coronavirus, que du Covid. Il faut en parler parce qu'il faut se prémunir, il faut se préserver. Mais parallèlement à ça, nos réalités n'ont pas disparu. On continue à perdre des Amazones, on continue à faire face à des traitements qui sont très très lourds. Et on a un peu le sentiment que faut pas trop en parler parce que la priorité c'est le coronavirus, c'est le Covid. Donc on est un peu face à cette dichotomie qui est un peu compliquée à gérer, mais c'est vrai qu'on a vraiment je salue le travail sur chaque territoire des associations, que ce soit dans le Pacifique, à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et à Paris, qui maintiennent le lien. Alors avant on n'était pas très visio, on n'était pas très rendez-vous webinaire. Ce sont des habitudes qui sont désormais rentrées dans le quotidien de nos associations pour pouvoir accompagner au mieux les femmes, mais pas que les femmes. On a aussi des parents, on a aussi des enfants qui nous appellent et qui nous disent maman est malade, je suis inquiète, elle se renferme sur elle-même, ou une jeune femme qui m'a appelée en larmes en disant ma sœur vient juste d'apprendre qu'elle a un cancer, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est un peu être le lien avec ces familles, ces femmes, mais aussi les soignants et les soignantes qu'on n'oublie pas, à qui on salue vraiment leur travail parce qu'ils sont... on a interviewé un médecin dans le magazine Amazon qui sortira en octobre prochain sur tous nos territoires. Et il était épuisé, il nous parlait de médecine de guerre, où aujourd'hui on est obligé de faire un choix de qui on va soigner. Et ce sont des situations qui sont vraiment déchirantes. Bien, Alexandra, on vous remercie. Un tout petit dernier mot. Quand est-ce qu'on verra l'actrice Amazon Alexandra au cinéma? L'actrice Amazon. Dani, vous me prêtez beaucoup plus de talent que je n'en ai. Mais je vous remercie pour cette affection. Vraiment, sachez qu'elle est partagée. Et moi, je vous remercie d'être intervenu en direct. Pas plus valorisant, non. Et je pense que toutes les Amazones et toutes les femmes qui sont atteintes du cancer vous ont écouté et ça leur a donné un peu de force parce qu'elles en ont bien besoin en ce moment. En tout cas, merci. Absolument. Merci Alexandra. Merci. Voilà, 13h46, c'est la fin de ce Canal Community News. On va rappeler que l'UGTG ce matin a tenu sa conférence de presse pour annoncer le mouvement social de jeudi. Ce sera jeudi, donc grève générale un peu dans tous les secteurs. On a entendu les représentants de l'intersyndicale, CGT, FO, UGTG, UNSA, etc., qui étaient réunis ce matin en local. On a aussi entendu le docteur Foucan, un peu porte-parole des soignants d'une manière générale au CHU qui sont très critiqués en ce moment. Elle a répondu à certaines interrogations. Brigitte Rode aussi, qui est avocate, mais aussi porte-parole à son niveau sur la question de la crise sanitaire, aussi intervenue. Et puis, on a parlé de cette action contre l'illettrisme au RSMA,
c'est important. Vous l'avez entendu, 35% des jeunes qui arrivent au service militaire passent à venir ligne écrite. Ça, c'est un problème au niveau de l'éducation. Et justement, ce matin, monsieur le président du Conseil général était en visite dans les collèges, puisque la semaine prochaine, ce sera la rentrée scolaire officielle. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a reçu, bien sûr, Gilles Casimir, coach professionnel certifié. On vient d'entendre Alexandra Ernest, qui est fondatrice du réseau Amazon. On devait recevoir David Laporal, qui est le directeur du musée Schellcher. Il n'a pas pu, pour des raisons administratives, être avec nous. On espère le recevoir très prochainement. La réalisation a été assurée par Jordan. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain.